Françoise Combe, bonjour. Je suis ravi de vous Bonjour. accueillir donc sur la chaîne YouTube Questions de science. Alors, vous êtes une figure emblématique de l'astrophysique. Vous avez été chercheuse à l'Observatoire de Paris de 1989 à 2014, avant d'être nommée titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie au Collège de France. Vous venez d'être également élue à la présidence de l'Académie des sciences pour la période 2025-2026. Et votre parcours est jalonné de distinctions prestigieuses, dont la médaille d'or du CNRS que vous avez reçue en 2020. Votre travail de recherche se concentre sur la formation, l'évolution et la composition des galaxies. Et donc ma première question est la suivante. Où en sommes-nous justement aujourd'hui dans notre compréhension des mécanismes de formation des galaxies? Alors justement, c'est un secteur, la formation des galaxies, qui est en progrès constant et avec le James Webb Telescope qui a été lancé en 2021. Maintenant, on a quelques années de recul. On peut s'apercevoir que notre idée de la formation des galaxies a été remise en cause. Donc, je peux rappeler quand même les étapes précédentes. Nous avons beaucoup d'informations par les observations, mais aussi par les modèles. On fait des simulations numériques de galaxies et on part de l'état initial de l'univers où on a des fluctuations primordiales qui sont données par le fond cosmologique, le satellite Planck notamment. Et ensuite, à partir de des fluctuations, on a, par la gravité, l'effondrement des structures, de la formation des galaxies. Donc, notre idée première était qu'on formait des tout petits objets de la taille des amas globulaires, des amas d'étoiles, et puis ensuite, ils fusionnaient, et formaient des grosses galaxies qu'on trouvait aujourd'hui. Et ça, c'est remis en question par le James Webb parce qu'on observe maintenant qu'on a un télescope en infrarouge, donc qui permet de regarder les galaxies primordiales dont la lumière est décalée vers le rouge par l'expansion de l'univers. Donc on a maintenant des galaxies très massives très tôt. Donc c'est un petit peu à l'encontre de ce qu'on pensait, des petites galaxies qui fusionnent. On devrait avoir, dans certaines portions de l'univers en tout cas, des environnements où les galaxies peuvent se former très massives et même qui ont des trous noirs centraux très massifs au centre. Donc là, il y a un problème. Alors, on essaie de le résoudre par les simulations numériques en faisant de la physique différente, formation d'étoiles plus efficace, ou alors il n'y a pas de poussière qui permettrait d'obscurcir les étoiles. On essaie de tirer dans tous les sens. Et si ça marche pas, eh bien, il faudrait peut-être revoir notre modèle standard de matière noire, etc. Mhm. Est-ce que, est-ce qu'on a une idée du rôle que jouent les trous noirs supermassifs dans l'origine de ces galaxies? Et est-ce qu'on sait, quelle idée on a de la formation de ces trous noirs supermassifs finalement très tôt dans l'histoire de l'univers? Alors justement, ça, là, il y a aussi un gros problème. On ne s'attendait pas à trouver des trous noirs supermassifs aussi massifs que cela au début, parce que là encore, on pensait que, il fallait du temps pour que la matière tombe sur le trou noir. Au départ, on a une graine qui vient certainement d'amas d'étoiles qui ont des gros trous noirs, des étoiles en fin de vie qui meurent et qui forment un trou noir. Ensuite, ça fusionne dans les amas d'étoiles et forme des gros trous noirs au moins de 1000 masses solaires. Et ensuite, alors là, on n'a plus de problème si on a une graine assez forte pour que tout le gaz des galaxies tombe vers le centre et forme des supermassifs, des trous noirs supermassifs. Par contre, très tôt, on a le rapport entre la masse du trou noir et la masse des galaxies est bien plus forte autrefois qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la masse du trou noir, c'est même pas 2% de la masse d'une galaxie. Donc pourquoi on a des trous noirs encore plus gros par rapport à la masse des galaxies autrefois, et ça on ne comprend pas très bien. Donc, on essaie encore de faire tourner quelques modèles, alors d'avoir des super étoiles, parce que c'est vrai qu'au début, il n'y a pas beaucoup de métaux, c'est-à-dire le carbone, l'oxygène, l'azote qui se forment dans les étoiles. Au début, il n'y en a pas, il n'y a que la nucléosynthèse primordiale qui a formé de l'hélium, des particules très peu légères, en fait, des particules légères. Les particules plus lourdes, ce qu'on appelle métaux en astrophysique, carbone, oxygène, etc., se forment progressivement. Donc au début, il n'y a pas de métaux et ça ne refroidit pas le gaz. Donc il peut former d'énormes étoiles. On appelle ça la population 3, qu'on n'a pas vu encore, hein, puisqu'elles ont disparu, elles ont éclaté, elles ont explosé en supernova. Aujourd'hui, on ne voit que des petites étoiles. Donc on pense qu'il y aurait des étoiles très très massives, peut-être 1000 masses solaires, qui pourraient former des trous noirs directement. Elles seraient tellement massives qu'elles exploseraient. On aurait déjà des trous noirs avec des graines très grandes. Alors tout ça, c'est des hypothèses, des spéculations. On essaie de tester ces théories, mais vous voyez que tout ça a été remis en cause par le télescope James Webb. Et il faut rappeler également que justement ces étoiles supermassives de population 3, si elles existent, elles auront une durée de vie extrêmement courte par rapport aux étoiles qu'on connaît Très aujourd'hui. court. Ah oui, c'est de l'ordre du million d'années. Aujourd'hui, on a des étoiles les plus massives, c'est les étoiles O et B, très chaudes, Mm.
qui ont 20, 100 masses solaires au plus, et elles ont une durée de vie de 10 millions d'années. Le Soleil, lui, c'est 10 milliards d'années. Donc on voit bien que les étoiles ordinaires comme le Soleil, ça dure presque tout l'âge de l'univers. Quand vous parlez de graines, vous entendez quoi exactement par là? C'est une graine qui, le démarrage de la formation d'un trou noir supermassif, il faut un démarrage. Alors, si le démarrage à la masse n'est que la masse stellaire de 10-20 masses solaires, eh bien, il faut un temps très grand parce qu'en fait, le trou noir avale proportionnellement à sa masse. Donc, c'est exponentiel. Donc, au début, l'exponentielle est très, très lente parce que le trou noir est trop petit pour avaler beaucoup de masse. Et puis, dès qu'il est gros, il va avaler encore plus de masse. Donc, plus il est gros, plus il avale. Et puis, dès qu'on a atteint un début, une graine, donc de 1000 masses solaires, à ce moment-là, ça s'emballe et on n'a pas de problème de former des trous noirs supermassifs. Mais si on commence avec une ou 10 masses solaires, alors ça prendra des milliards d'années avant d'obtenir cette mille. Et ensuite, donc on a des gros problèmes si on a une graine de départ trop petite. Et le mécanisme, finalement, va beaucoup plus vite que ce qu'on prévoyait, finalement. Voilà, Mm. exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut partir au départ d'un trou noir qui est déjà assez massif Mm. pour pouvoir avoir, au début de l'univers, dans les premiers milliards d'années, on a des trous noirs très, très, très massifs, des milliards de masses solaires. Alors justement, c'est ce qui m'amène à ma deuxième grosse question. Euh, Quels sont, effectivement, pour l'avenir, les grands défis de l'astrophysique? Donc, on a commencé un petit peu justement à les esquisser. Donc, quels sont les grands défis de l'astrophysique? Alors, peut-être plus pour vous dans la cosmologie, et comment on pourrait espérer justement les résoudre? Oui, alors les plus grands défis, en fait, c'est tout le secteur noir, hein, il faut bien dire. On connaît ce mystère depuis des dizaines d'années. Mm. Enfin, pour la matière noire, c'est depuis 1980 à peu près. On sait que ces particules de masse invisible ne sont pas de la matière ordinaire, c'est pas des protons, neutrons dont nous sommes faits. C'est quelque chose qui est complètement exotique. On ne sait pas de quoi c'est fait, en fait. On ne connaît pas ces particules. C'est en dehors du modèle standard. Et donc ça, c'est un grand, grand problème. Et puis, il y a le problème de l'énergie noire qui n'est apparu qu'il y a 25 ans, là, par contre. Enfin, qui est toujours là. On appelle ça le secteur noir parce que c'est matière noire, énergie noire. Et le secteur noir fait 95% du contenu de l'univers, tout de même. Mm. Donc là, c'est quand même un mystère euh, très, très important qui ne va pas être résolu en un tour de main. Mais par contre, on a des instruments qui ont été lancés, comme le satellite Euclide en 2023, qui a été lancé dans l'espace pour faire un petit peu comme le télescope spatial Hubble, dans le visible et proche infrarouge. Mais alors que Hubble avait juste des petits champs très profonds, on n'a pas regardé tout le ciel. Euclide va regarder tout le ciel et donc va pouvoir avoir un nombre de galaxies, 12 milliards de galaxies, qui va être extrêmement plus grand que ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est plutôt en termes de millions de galaxies ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, cette grande statistique va nous permettre de tracer vraiment à chaque époque quelle est la taille de l'univers et de regarder un peu l'expansion. Est-ce que l'expansion, on sait qu'elle est très accélérée aujourd'hui, et c'est ça le problème de l'énergie noire, et qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé? Est-ce qu'il y a eu la même accélération ou pas? Et donc, ça va nous donner quelque chose sur la nature de l'énergie noire. On va pouvoir enfin percer un petit peu le mystère de ce secteur noir. Alors, je précise pour les auditeurs qui nous écoutent que voilà, quand un astrophysicien qualifie quelque chose de noir, c'est que justement il n'a pas de rayonnement, donc il ne sait pas ce qui se cache derrière, hein. Et que la Exactement, en matière effet. noire et l'énergie noire n'ont rien à voir avec les trous noirs non plus. Hein, c'est... Ah, pas du tout, en effet, c'est complètement différent. En fait, on l'appelle noir, en effet, parce qu'elle ne rayonne pas, mais on devrait l'appeler transparent, Hum. parce qu'en fait, il ne réagit pas avec la lumière. La lumière le traverse comme rien, donc il y en a peut-être autour de nous dans cette pièce, mais on ne le voit pas. Donc c'est transparent plutôt que noir. De même pour l'énergie noire, c'est transparente complètement, évidemment. Puisque depuis donc 2004, vous êtes devenue donc la première femme élue à l'Académie des sciences, et vous êtes également la première femme à occuper donc une chaire d'astrophysique au C'est pas la Collège de première femme France. élue, hein, c'était peut-être élue dans le cadre de l'astrophysique, mais la première femme élue, justement, c'était Yvonne Choquet-Bruat en 1979. Et qui était dans une autre section et qui vient justement de décéder hier. Nous avons appris cette triste Ah. nouvelle. Elle avait 101 ans, donc elle était très, très une grande longévité et elle était la première femme élue en 1979. Donc moi, ce que vous dites, c'était juste en astrophysique. En astrophysique, on va préciser justement, hein. Euh, Donc, par contre, vous êtes bien la première femme à occuper une chaire d'astrophysique au Collège de France. Et en 2021, vous avez reçu le prix donc lauréat à l'UNESCO pour les femmes et la science. Et aujourd'hui, donc, vous êtes la première femme élue à la présidence de l'Académie des sciences. La Hein. deuxième, là aussi. Ah, décidément, alors je suis pas à jour Il sur y en mes a eu, données.
Il y en a eu une il y a 30 ans, c'était Marianne Grumber-Manago, en 1995, c'était la première. Euh, Hélas, elle a ouvert une porte, mais qui s'est vite refermée. Maintenant, on va mettre un pied dans la porte et on va en avoir d'autres, Alors justement, j'espère. voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc à ce titre, que diriez-vous justement à des jeunes passionnés d'astronomie, et en particulier donc à des jeunes filles qui souhaiteraient se lancer dans une carrière de recherche scientifique? Et donc effectivement, je pense derrière ça à l'effet Matilda et au fait que les femmes sont encore aujourd'hui largement sous-représentées dans le monde scientifique. Oui, tout à fait. Bon, il y a eu de la progression quand même, hein. On est à peu près 30% de femmes scientifiques. Je leur dirais qu'on a besoin des femmes, en fait, dans la science, parce qu'elles ont une approche différente. Il faut de la diversité pour avoir l'innovation, de la recherche. Donc, on a vraiment besoin des femmes et de leur côté différent. Et puis, je pense qu'elles n'ont jamais assez confiance en elles, en fait. Elles pensent que les autres sont toujours, les garçons, par exemple, sont toujours plus forts, etc. Ce n'est pas vrai. Il faut le dire, il faut le répéter. Elles ont toujours la même capacité d'arriver à la créativité, à l'imagination et à la performance, aux compétences. Donc, il faut croire en ces compétences. Elles sont aussi fortes que les autres. Et donc, cette confiance qui leur manque, il faut l'avoir, persévérer. Et à ce moment-là, le futur va leur sourire et elles seront très fortes. Euh, est-ce que, comment dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une sélection qui se ferait par exemple dès l'époque du lycée, par exemple, où on aurait tendance à orienter les jeunes filles plutôt vers des sciences, on va dire comme la biologie, les sciences du vivant, et les sciences dures comme la physique seraient plus réservées aux garçons? Exactement, exactement. Je pense qu'il y a un défaut dans notre enseignement qui maintient ces stéréotypes et qui finalement laisse aller les filles dans un endroit où elles se disent, bon, bah, peut-être que je suis plus compétente là-dedans parce qu'on leur a dit. Et en fait, on a un exemple, par exemple, au Portugal, qui ont donné une obligation à tous les jeunes, garçons ou filles, d'assister à des expériences de physique où ils mettaient la main à la pâte, comme on dit, hein, Mhm. on a à l'académie aussi une organisation la main à la pâte, où on fait expérimenter et de façon ludique. Donc les gens, enfin, les jeunes ont vraiment une appétence pour cette physique parce qu'ils s'amusent avec, un peu comme un jeu vidéo. En fait, ils s'amusent, ils apprennent en même temps la science physique et ils voient bien que c'est autant adapté pour les filles que pour les garçons. Et de rendre obligatoire ce passage d'expérience fait que finalement, les filles ont pris exactement leur place. Et devrait prendre exemple là-dessus. On devrait avoir des expériences de physique obligatoires pour tout le monde et ne pas confiner les filles en lettres ou en médecine, par exemple, parce qu'en médecine, elles sont devenues majoritaires finalement. Oui, justement, il y a une sélection qui se fait effectivement essentiellement basée sur des stéréotypes où on entend les femmes qui veulent faire des sciences sont majoritairement orientées vers les sciences, on va dire, du vivant, au détriment des Voilà, sciences dures comme la chimie ou la physique. voilà, Euh, exactement. Au Portugal, cette expérience, elle se fait à partir de quel niveau de classe ou d'âge? Ah, c'est même, même dans les petites classes, hein, ça commence très tôt, hein. Il y a des études qui ont montré que cette différence, ce stéréotype était déjà dès la maternelle et même les CM1, CM2, etc. Donc même à la petite école, et puis ensuite à l'école, après ça va peut-être mieux déjà, ils ont déjà le pli, ils ont battu ces stéréotypes et ça va beaucoup mieux. Donc il faut déjà commencer aux petites classes, Hmm, déjà. hmm. Moi, je raccrochais à mon expérience d'animateur de planétarium où effectivement, j'ai pratiquement 4 classes par jour qui passent devant moi de tout niveau confondu. Et je vois que jusqu'à l'école primaire, jusqu'au CM1, CM2, garçons et filles sont tous les deux autant intéressés par le planétarium et donc par l'astronomie. Mhm. Et quand je commence à avoir des collégiens et des lycéens, je commence déjà à voir là une sélection qui s'est faite. Mhm. Et je parle majoritairement déjà à des garçons et les filles qui sont pourtant dans la séance aussi, hein. Je Mhm. sais pas, sont déjà presque en retrait finalement, ouais. Ça... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut combattre ça. Et en fait, on n'a pas assez on force pas en fait les filles à y aller. Et finalement, on devrait le faire. Au début, c'est peut-être difficile, mais ensuite, elles auront pris le pli. Très bien. Du coup, une dernière question. Euh, Quel est le rôle aujourd'hui de l'Académie des sciences dans notre monde actuel où l'astronomie est mondialisée? Je rappelle que l'Académie des sciences a été fondée par Louis XIV en 1666, au Oui. départ, donc pour permettre à tous les chercheurs, tous les scientifiques de l'époque d'échanger entre eux. Et ça aboutit notamment donc à la fondation de l'Observatoire de Paris l'année suivante.
Mhm. Et Mhm. donc, alors on comprend bien à l'époque de Louis XIV l'intérêt justement du développement des sciences et de mettre en synergie les différentes compétences. Aujourd'hui, donc, dans une astronomie mondialisée, quel est le rôle de l'Académie des sciences? Alors, l'Académie des sciences, elle joue pour toutes les sciences, hein, elle n'a pas que l'astronomie, enfin, il y a aussi les sciences de l'univers, il y a aussi la chimie, la biologie. Donc, pour toutes les sciences, on essaie de défendre la science au niveau national et international. National, on a vu qu'il y avait des coupes budgétaires très importantes et on s'est battu là-dessus. On va sans arrêt dans les cabinets de l'Élysée, de Matignon, etc., pour essayer de faire convaincre qu'il y a des thèmes scientifiques vraiment forts dans lesquels la France est encore assez compétitive, qu'il faut maintenir sa compétitivité, donc avec des crédits qui devraient ne pas être coupés et même augmenter, hein, parce qu'en fait, la France est en train de décrocher, même au niveau européen. Enfin, l'Europe décroche par rapport aux États-Unis déjà, mais la France, donc on essaie de soutenir tout cela. On essaie aussi d'avoir un rayonnement international, de collaborer avec nos homologues allemands, italiens, anglais, mais aux États-Unis aussi. Et donc, on a aussi un rôle sur, par exemple, on a des groupes scientifiques associés au G7, au G20, qui sont des réunions politiques. Mais en amont de ces réunions politiques, les scientifiques se réunissent quelques mois avant sur des thèmes particuliers. On a des recommandations qu'on va donner aux décideurs, justement, pour que sciences et société soient vraiment en collaboration. Et donc, on a des thèmes comme le climat, la Hmm. santé, etc., et qui sont vraiment importants, que la science ait son mot à dire. Donc, on essaie de défendre notre point de vue et la France dans ces groupes de S7 et S20 chaque année. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette discussion. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous. Un plaisir aussi pour moi.